Bonjour à tous, je suis Alain Dessel et je voudrais vous partager ce qui m'a fait vaincre des adversaires de très haut niveau en sport de combat, kickboxing, muay thai, free fight et boxe. Voilà. Donc je m'adresse à tous les pratiquants de sport de combat, bien sûr, quelle que soit leur discipline, et surtout à ceux qui combattent, bien évidemment, hein. Mais également aux coachs, de manière à pouvoir justement leur offrir un complément d'information, un complément de connaissances pour diriger leurs propres compétiteurs. Donc, je voudrais vous parler de stratégie, bien sûr, stratégie d'art de la guerre. Alors, qu'est-ce que c'est l'art de la guerre? En fait, c'est une façon de penser les choses d'une manière un petit peu différente, hein, enfin, pas mal différente même par rapport au sport de combat. Donc, je vais y venir. D'abord, faisons la distinction entre la stratégie et la tactique. La stratégie, c'est l'art de manœuvrer les troupes pour provoquer une bataille décisive en général, hein. Alors que la tactique, c'est l'art de les engager sur le champ de bataille. Donc si je fais un parallèle avec donc le sport de combat, si vous voulez, la stratégie va s'établir dans la globalité, sur l'ensemble des différentes reprises. Si vous avez un combat de 9 reprises de 2 minutes, par exemple, eh bien la stratégie va évoluer au fil de ce plan global, en fin de compte. Donc, les premiers rounds, on va les faire comme ça, ensuite, on peut évaluer comme ça, enfin, l'objectif, on le connaît, mais voilà, c'est un plan global, c'est un petit peu ça. C'est le rôle du coach, en général, hein, c'est ça. Maintenant, la tactique, eh bien, c'est ce que l'athlète lui-même va faire au sein de chaque reprise. Comment il va s'y prendre pour se libérer une ligne, par exemple, pour entrer à l'intérieur des défenses. Comment il va mettre l'adversaire en difficulté, en déséquilibre. Quel angle d'attaque il va utiliser, etc. Voilà, ça c'est ce que fait l'athlète au sein même de chaque reprise. Donc, la responsabilité revient à l'athlète à ce niveau-là, hein. Rappelons-nous de ce que disait Musashi, en stratégie, il s'agit d'élaborer ce qui désavantage systématiquement l'adversaire. Alors, qu'est-ce que l'art de la guerre? L'art de la guerre, son esprit, en fait, c'est vaincre. Donc on n'est pas forcément le plus fort, on n'est pas forcément le plus rapide, on essaie surtout de poser problème à l'adversaire. Donc ça, c'est important, de manière à réduire ses forces, en fait. Donc on a besoin de connaissances, beaucoup de connaissances, on a besoin de moyens, de manière à neutraliser les forces adverses et exploiter, bien sûr, ses faiblesses. L'esprit du sport, c'est complètement différent, hein. C'est de comparer les talents dans un style établi, un même jeu. En fait, qui est le meilleur des deux? Celui qui joue le mieux avec les outils que les deux combattants ont en commun, en fait. Ils ont en commun les mêmes techniques, ils ont en commun la même doctrine. Voilà, ça, c'est le sport, hein. L'esprit de l'art de la guerre, c'est posséder ce que l'adversaire n'a pas, et surtout ce qui peut l'handicaper. Donc c'est vraiment différent. Alors bien sûr, on peut utiliser l'art de la guerre au sein du sport, hein, parce qu'il n'est pas question de ne pas respecter les règles de la discipline en question, bien évidemment, mais on joue avec un autre état d'esprit. On s'y prend autrement. Donc, en fin de compte, il faut être plus malin, hein, je pourrais le dire comme ça. Et pour ça, il faut délibérément, en fait, jouer un jeu différent, hein, que celui de l'adversaire, et surtout s'il est meilleur que vous, là, évidemment, c'est nécessaire. Donc, je dirais qu'on cherche à mettre dans l'inconfort, hein, tout ce qui va limiter, réduire son expression, son talent. On va agir sur le physique, bien évidemment, mais on va surtout agir sur la psychologie. Et c'est là que la marque de l'art de la guerre est encore plus visible, hein. Donc, c'est surtout comme ça que dans l'art militaire, des petites armées ont vaincu de grandes armées, hein, des petits généraux, en fait, ont vaincu de très grands généraux également. Voilà, dans le sport, rares sont ceux qui ont ces connaissances, hein, d'où l'intérêt justement de les posséder quand l'adversaire ne les possède pas. Donc, l'art de la guerre, c'est un art, bien sûr, mais c'est aussi une science. Alors, commençons par la science. Une science, ça s'étudie. Donc c'est comme une matière en fait qui s'étudie, qui se développe. L'art, ça va se développer à l'intérieur en fait. On va laisser croître des perceptions, une intuition,
Voilà, c'est quelque chose qui naît à l'intérieur de soi, ça c'est l'art. Donc on a une partie étude extérieure un peu, une partie développement intérieur. Donc art et science, voilà. C'est une arme, hein, en fin de compte. C'est une arme incroyablement puissante, dissimulée, évidemment. Ça ne se voit pas que vous connaissez ces connaissances-là, et surtout que vous savez les appliquer. C'est ça l'important. Moi, personnellement, j'y ai été plongé malgré moi, car j'ai à peu près 90% de mes combats. Je les ai faits contre des adversaires qui étaient plus forts que moi ou mieux classés dans leur discipline. Donc, en fin de compte, j'avais pas trop le choix de trouver des idées pour gêner l'autre, aller chercher des techniques, des compétences différentes pour compenser un petit peu le déficit que j'avais face à eux. Et c'est à Hong Kong que j'ai pris connaissance après, mais conscience d'abord qu'un style différent, un style qui pouvait être non classique ou tout au moins gêner l'adversaire, pouvait offrir des avantages. Donc j'ai développé une gestuelle en fait assez atypique et j'ai validé ces idées en remportant des combats assez improbables justement face à des gens bien meilleurs que moi à Hong Kong en Muay Thai, en kickboxing, à Los Angeles, à Londres, en boxe. Hong Kong, c'était du free fight à l'époque. Il n'y avait pas le sol, mais c'était du free fight debout. Voilà. Donc, et sans cette façon particulière de penser, de bouger, j'aurais tout simplement pas gagné, quoi. Si j'avais joué leur jeu, à leurs règles, hein, quand vous commencez à envoyer des coups de genoux face à un Thaïlandais, c'est un petit peu perdu d'avance, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'état d'esprit, en fait. Aller chercher autre chose qui peut gêner l'autre, le mettre dans l'inconfort. Moi, c'est la formule que j'aime assez utiliser. Euh, voilà, et ça surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de passer d'une technique, d'une discipline à l'autre. Ça s'applique partout. C'est-à-dire que je faisais un combat de kickboxing et 2 mois plus tard, j'étais dans un autre pays et je faisais un combat de full contact ou de free fight. Il suffisait de s'accorder. Est-ce qu'on met les coudes, on met les genoux, on les met pas, on frappe au-dessus, les coups de pied au-dessus de la ceinture, ou est-ce qu'on peut frapper aussi en dessous de la ceinture, etc. C'est facile parce qu'en fait, il suffit simplement de penser. Moi, je pensais toujours de la même façon. Et cette façon de penser, c'est un tronc commun qui peut s'adapter absolument partout, hein. Bruce Lee disait, le Jeet Kune Do, vous pouvez le mettre où vous voulez. Karim Abdul-Jabbar le mettait dans le basketball. Voilà, donc c'est pas martial, hein. Ça l'est en réalité, hein, comme le tennis. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment une application pardon, extrêmement large. Donc, qu'est-ce qui étaye ça, l'art de la guerre? Eh bien, ce sont des principes. Et Napoléon disait quelque chose de très intéressant. Les principes, ce sont des axes auxquels se rapportent des courbes. Les courbes, c'est ce que vous allez faire, je dirais sur place, dans le présent, au moment du combat. Les courbes vont être déterminées par les circonstances du combat. C'est le présent, c'est là tout de suite. Mais elles se rattachent, justement, elles se rapportent à des axes, et c'est ça, ces axes-là, ils sont fixes, ils sont pas fixes, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé absolument ils sont immuables, si vous voulez, on peut les bouger, bien sûr, et ne pas les prendre. Bon, voilà, ça reste très souple. Mais, je veux dire, ces principes sont assez... ce sont des guides, voilà. Justement, par rapport à ça, dans Stratégie martiale, j'en ai présenté 120 des guides, hein, justement, des principes de combat. Alors, je peux vous en donner quelques-uns. Moi, mon préféré que j'utilisais beaucoup, c'est justement mettre l'adversaire dans l'inconfort. Bah, en général, je commençais par la prise de contrôle de distance. Si j'arrivais à identifier une distance sur laquelle il n'était pas à l'aise, ben voilà, j'allais sur celle-là. J'identifiais exactement celle qui lui permettait, lui, de développer son talent, et je n'y allais jamais, finalement. Donc, j'étais jamais dans son propre jardin. Voilà, j'essaie toujours de l'attirer dans une zone ou à une distance, justement, qui le gênait, qui le mettait dans l'inconfort. Voilà, c'était ça. Un autre que j'utilisais aussi pas mal, c'était surtout ne pas permettre à l'adversaire de vous fixer. C'est-à-dire ne pas l'éduquer quelque part, ne pas lui montrer toujours la même réponse à la même sollicitation. Si vous esquivez toujours du même côté sur un coup de poing, bon, au bout d'un moment, l'adversaire, bien sûr, il va jouer avec les angles, il va vous feinter et puis il va vous cueillir là où vous allez, finalement. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir justement
un ensemble, une variété de réponses sur la même sollicitation. Sur un même jab, vous bougez de différentes façons. Ça c'est vraiment intéressant. C'est ce que Bruce Lee, comment dire, il utilisait beaucoup cette maxime, la using no way as way. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Si je n'ai jamais la même réponse à la même sollicitation, l'adversaire n'a rien dans les mains. Je ne peux rien lui donner, il ne peut rien s'accrocher, il ne peut pas prévoir quoi que ce soit, il ne peut pas envisager quelque chose, parce qu'en fait, c'est toujours changeant. Je suis constamment imprévisible. Et il n'y a rien de plus gênant qu'un adversaire imprévisible. Hein. Voilà. Donc, combattre, c'est pas vraiment une affaire de vitesse, ni de force, et encore moins de technique. C'est surtout une histoire de distance, d'angle et de timing. Donc, ce que font les personnes, en fait, c'est les combattants, ils essaient toujours de trouver une super technique, de connaître de plus en plus de techniques parce qu'ils pensent que c'est dans l'accumulation de techniques que réside le, la capacité à surprendre l'adversaire, à prendre le dessus et puis à vaincre. En fait, pas du tout. La technique, c'est juste le moyen d'appliquer quelque chose. C'est juste, je dirais, la dernière partie du processus qui va vous permettre justement de conclure, de matérialiser tout ce qui s'est passé avant. Et tout ce qui s'est passé avant, c'est un jeu tactique et c'est beaucoup, beaucoup de psychologie, justement. Voilà. Donc, l'idée, c'est ne pas imposer, je dirais. Il faut voir des choses, il faut savoir observer. Hein. Je vais y revenir d'ailleurs, mais pour regarder, mon processus moi de réflexion, c'est je regarde, je vois des failles, et donc je sais pourquoi je vais agir. Je décide d'agir parce que j'ai vu quelque chose. Donc je sais pourquoi je vais agir. Hein. La situation, elle me dit sous quel angle je dois entrer, sous quel angle je dois frapper. Voilà. La situation me dit, l'adversaire me dit en fin de compte, quoi faire. Parce que s'il a toujours une ouverture ou une faute de garde à un endroit, à un moment, il me dit quoi faire. Et puis il me dit quand le faire. Voilà. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher mes connaissances dans une banque de données que j'ai en mémoire. Je regarde mon adversaire et c'est lui qui me dit, en fonction des failles, en fonction de ses manques, en fonction de ses lacunes, c'est lui qui me dit quoi faire, quand le faire, pourquoi le faire. C'est évident, puisque je viens de le voir. Voilà, vous voyez, en fin de compte, c'est beaucoup plus simple. Alors le premier élément, justement, dont je viens de parler, qui est essentiel, et qui est certainement pas le plus facile, c'est observer. Il faut observer plutôt qu'imposer. Si vous observez, vous allez repérer justement failles, lacunes, manques, ce que je viens de nommer. Donc c'est l'adversaire qui va vous dire comment attaquer. Si vous savez observer et si vous avez des outils, euh, ça va se faire, il n'y a pas de problème. Hein. Donc développer l'observation, voilà, c'est prendre des renseignements en fait. Hein. C'est identifier aussi l'adversaire. Euh, quel, quel c'est une boîte, c'est un petit peu une boîte à outils en fin de compte, observer. Il y a des choses à faire, il y a des techniques particulières pour aller chercher des renseignements, pour faire que l'adversaire va se dévoiler. Hein, déjà ça. Et puis, derrière ça, il y a des connaissances. Les connaissances, ça commence par reconnaître le type d'adversaire que vous avez en face de vous. Vous pouvez avoir quelqu'un qui bloque sur place, qui ne prend pas d'initiative, il bloque. Tout ce que vous allez faire, voilà, c'est un bloqueur. Il va y avoir la même personne qui va bloquer, mais qui va se déplacer en même temps. Il va être un petit peu plus mobile. Il y a l'intercepteur. L'intercepteur, certainement le plus épicé de tous les titres, de tous les types de combattants. Lui, il va beaucoup observer aussi. Puis dès qu'il va voir une faille, il va vous rentrer dedans. Voilà, ça c'est vraiment l'intercepteur. C'est en général quelqu'un qui est très froid, qui va bien regarder, il est très à l'aise derrière ses défenses. Et dès qu'il va voir la moindre faille, boum, il va vous rentrer dedans. En fin de compte, on ne souhaite jamais rencontrer un intercepteur, mais il faut être soi-même intercepteur. Et puis, le dernier type, en fait, c'est un attaquant. Donc, c'est l'attaquant né. Lui, il y va, il impose. Donc, il ne s'occupe pas. Quelque part, il vous ignore. Et il attaque. Voilà. Donc, vous voyez, on a quatre, finalement, on a quatre types de comportements. Et ça, il faut vous entraîner à les repérer.
Alors bien sûr, l'adversaire, il peut vous tromper, hein, il peut vous laisser croire qu'il est d'un certain type, etc. Mais bon, n'entrons pas dans les détails là-dedans, mais il faut que vous ayez une idée de ce qui se passe. Quelle est la personne qui est en face de vous? Pourquoi? Eh bien parce que avec chaque personne, vous devez posséder en fait une trousse à outils tactiques. Parce qu'il est bien évident que vous n'allez pas utiliser les mêmes manœuvres tactiques sur un attaquant ou sur un bloqueur. C'est pas possible, ça fonctionne tout simplement pas, hein. Si vous n'avez qu'une seule façon de faire, et on le voit quelquefois dans les combats, il y en a, ils utilisent toujours la même chose, ils foncent, ils tapent, ils regardent si ça tombe en face, et tant que ça tombe pas, ils enchaînent. Ok, très bien, bon. C'est un peu basique, et il y a beaucoup mieux à faire que ça, surtout si vous rencontrez plus fort que vous. Si vous rencontrez plus fort que vous, et que vous attaquez tête blessée en essayant d'imposer quelque chose, c'est du suicide. Moi, comme je vous dis, c'est mon expérience avec des gens bien meilleurs que moi. J'ai jamais pu la jouer comme ça. Ça fonctionne pas, d'accord? Donc, rappelez-vous ce que disait Abraham Maslow, d'ailleurs. Il disait, si vous n'avez qu'un seul marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Autrement dit, vous n'avez pas le choix d'aborder les différentes situations, vous les abordez toujours de la même façon. Mais au bout d'un moment, ça fonctionne pas. Si vous avez un travail minutieux à faire avec des petites vis et que vous n'avez qu'un marteau, ben ça va pas être très joli au final, d'accord? Voilà. Donc c'est pas possible de ne posséder qu'un seul marteau, c'est pas possible. Vous devez avoir des boîtes à outils spécifiques. Vous avez la première boîte à outils que Bruce Lee a laissée très peu de temps avant sa mort, qui sont les fameuses 5 voies d'attaque, voilà, que moi personnellement j'ai développé à 9, parce que toutes détaillées et bien orchestrées les unes dans les autres, elles font 9 en fait, hein. Bruce Lee avait fait un résumé vite fait, mais comme je vous dis, il n'avait pas eu le temps vraiment de travailler dessus. Et puis j'ai développé également des variables tactiques. Il y en a 10. C'est une seconde boîte à outils. Et vous allez voir un peu à quoi pourquoi ça fonctionne. Donc, euh, par exemple, au niveau de l'identification des types de combattants. Je vais vous donner un exemple. Mon dernier combat à Los Angeles, j'avais identifié rapidement mon adversaire comme attaquant. Pourquoi? Parce que dès que la cloche a sonné au début de la première reprise, on s'est tous les deux rentrés dedans très très fort. Chacun a essayé d'imposer à l'autre et on est tombés par terre tous les deux. Enfin bref, on s'est rentrés dedans comme deux taureaux. Donc, moi, je me suis dit tout de suite, ok, c'est un attaquant. En plus, c'était pour la ceinture de champion, donc il y avait un enjeu important. Donc, je me suis dit, ok, en me relevant, il va continuer ça, très bien. Je vais l'attendre, je vais l'intercepter, puisqu'il vient, il attaque, parfait. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une attitude assez inhabituelle dans ma façon de faire. Et j'ai commencé à changer mes angles, à changer ma façon de travailler, à changer les rythmes également. Et j'ai marqué. Et donc, j'ai réussi à le frapper plusieurs fois. Et ça, en fait, ça lui a fait changer de comportement. Ça l'a fait changer de comportement. Il est passé d'attaquant à bloqueur. Parce qu'en fait, il comprenait pas ce qui se passait. Il avait en face de lui une gestuelle qui était très, très différente de celle dont il était habitué. Et ça l'a beaucoup, beaucoup déstabilisé. Il comprenait pas ces mouvements bizarres que je faisais, les contretemps que j'avais, sa parade, elle arrivait trop tôt ou elle arrivait trop tard, enfin bref. Et ça vraiment lui a posé problème, ce qui fait que ça l'a super freiné, ça l'a un petit peu neutralisé, et il est passé dans la prudence. Donc il s'est mis à bloquer, etc. Moi, je me suis aperçu tout de suite de ça. Et à ce moment-là, bien sûr, j'ai changé d'outil tactique dans ma tête. Je me suis dit, ok, terminé, c'est plus un intercepteur, enfin c'est plus un attaquant, donc je ne vais plus l'intercepter. C'est quelqu'un qui bloque, donc je vais aller le chercher, je vais aller le solliciter. À ce moment-là, si c'est un bloqueur, il n'y a pas de problème. J'ai une nouvelle boîte à outils qui va me permettre de tromper ses défenses, d'entrer dans son périmètre, dans ses défenses, et puis justement de pouvoir conclure. Et je pense que ça devrait être assez rapide sur un bloqueur. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, l'idée, c'est justement d'avoir plusieurs possibilités dans votre tête, d'être suffisamment, je le dirais, calme et je veux dire, sérénité pour pouvoir voir les choses, les identifier, les comprendre, et puis changer d'attitude, changer de comportement.
Voilà, donc cet exemple-là, voilà, ça a super bien fonctionné, en fin de compte. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, si vous attaquez un adversaire sans l'avoir identifié, c'est vraiment dangereux. Si vous guettez des ouvertures ou si vous essayez d'en créer, vous vous mettez en danger, hein. Par exemple, si vous faites une attaque indirecte sur un intercepteur, il va vous planter. C'est vraiment. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire une feinte et puis ensuite de frapper, donc en deuxième intention, sur un intercepteur. Parce que dès que vous allez bouger, il va vous rentrer dedans. Voilà. Donc tout ça sont des connaissances, hein, c'est du travail aussi, c'est de l'application, c'est du travail à deux, etc. Bon. Donc il y a tout ce travail-là à faire. Alors, pour reprendre un petit peu tout ça, je dirais que pour utiliser l'art guerrier, il vous faut des connaissances tactiques. Voilà, on vient d'en parler. Mais il vous faut aussi des connaissances humaines, c'est-à-dire savoir par exemple que le moment le plus vulnérable, c'est celui quand l'adversaire se croit vainqueur. Voilà. C'est également celui où il attaque, hein. Donc ça vous prend en fait un esprit tactique, un esprit tranquille également, confiant dans votre préparation, une maîtrise technique classique. L'avantage de la maîtrise technique classique, c'est que quand vous faites un combat Muay Thai, eh bien vous prenez l'attitude Muay Thai. Ça fait quoi? Eh bien ça produit que l'adversaire vous reconnaît comme l'un des siens. D'accord? Bien sûr, il va falloir qu'il soit meilleur que vous. Mais je veux dire, vous ne l'alertez pas outre mesure, étant donné que votre gestuelle ressemble à la sienne. Si vous prenez tout de suite une attitude atypique, euh, il va se méfier. Alors ça peut être intéressant qu'il se méfie, oui, mais moi ce que je vois, c'est que ses capteurs, en fait, son attention, sa vigilance va être accrue. Parce que il ne vous connaît pas, justement. Il va se dire, oh là, il se passe quoi là? Ça, c'est de l'inconnu. Donc, quand on est dans l'inconnu, on a tous les sens qui sont exacerbés. Il voit mieux, il voit plus vite. Et moi, je voulais pas ça. Moi, je voulais plutôt endormir. Mon système, c'était plutôt, je t'endors, regarde, je fais comme toi, à la limite, j'ai les mêmes mimiques, je reprends le même tempo, les mêmes cadences. Donc, en fait, je t'endors. Ce que tu fais, ben, je le fais aussi. Voilà. Donc, en fin de compte, le niveau de danger, le niveau d'alerte baisse. Et à un moment donné, je change radicalement. Voilà. Moi, je fonctionnais un petit peu comme ça. C'était un petit peu ma façon de faire. Et ça a bien fonctionné. Donc ça, c'est la partie technique classique. Et derrière ça, justement, vous devez posséder une capacité technique spéciale et que vous êtes capable d'utiliser sous pression, bien sûr. C'est-à-dire justement des mouvements inhabituels, des techniques avec des angles particuliers, qui d'un seul coup vont tellement choquer, surprendre l'adversaire qu'il va rester pétrifié. Il ne va pas comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est encore une fois ce qui s'est passé dans différents combats, dont celui de Los Angeles, dont un parmi d'autres, mais voilà. Donc, vous avez une gestuelle, une capacité pour endormir. Ok, je fais la même chose que toi, t'inquiète pas, on va juste voir lequel des deux est le meilleur. Et, c'est juste dans l'état d'esprit, bien sûr. Et à côté, vous avez une arme dissimulée, c'est-à-dire une autre façon de faire, des techniques complètement différentes, hein, toujours pareil, hein, développées dans le principe de Bruce Lee qui disait using the way as way. C'est-à-dire, je suis capable de faire une technique, mais je suis capable de la faire à 2 mètres. Je n'ai pas besoin d'être à 1,10 m pour la faire. Donc voilà, ça aussi, ça va surprendre, justement. Ce n'est pas une technique qu'on fait. euh, je peux attaquer, par exemple, à une distance de kick, ben, je vais attaquer au point. Ou je vais être capable de mettre un coup de pied extrêmement proche à une distance de point. Voilà, c'est le genre d'attitude, le genre d'état d'esprit qui m'intéresse parce que ça va surprendre, ça va déstabiliser. C'est pas quelque chose qu'on voit habituellement. Euh, voilà, on est dans l'imprévisibilité en fait, hein. Et puis donc, autre point justement, disposer donc de trousses à outils variées, donc les voies d'attaque, et puis les fameuses variables tactiques. Voilà. Et tout ça, ça constitue en fin de compte la science, hein, dont je parlais tout à l'heure. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, ouais, mais quand on est en combat, on n'a pas le temps de réfléchir à tout ça, etc. Mais en fin de compte, il faut pas, enfin, c'est pas question de réfléchir. C'est qu'il faut simplement écouter l'autre et s'écouter soi. Quand l'esprit est au repos, on perçoit l'autre, on entend notre propre intuition. Les mouvements se font quelquefois même avant l'idée de les faire. Et ça, c'est l'art. Ça, c'est de l'art. Ça sort tout seul.
et ça sort à une vitesse, en général, c'est parfait. Le moment est absolument parfait. On l'aurait pensé avant, on l'aurait décidé volontairement avant, on n'aurait vraiment pas fait mieux. Là, on est dans l'art. Et ça, c'est fantastique, hein. Donc, il ne s'agit surtout pas de réfléchir, hein. C'est surtout pas de poser les choses en se disant, bon, voilà, j'ai tel élément, et puis non, 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 on n'a pas, effectivement, on n'a pas la place pour la réflexion, tout au moins la réflexion profonde. Non, on voit des choses, et ensuite, les idées viennent, et voilà, ça se fait tout seul. Et ça, c'est ce que j'appelle être profondément en relation avec l'adversaire. Le combat, c'est une affaire de relation, ce n'est pas une affaire de technique. D'accord? C'est quand vous dansez avec une femme, si vous êtes trop dans la technique, à un moment ou un autre, vous allez lui marcher sur les pieds. Ça ne va pas fonctionner. Il faut que vous soyez en relation. Les deux parties, les deux corps deviennent un seul, en fin de compte, et puis il y a une harmonie qui s'installe, la relation est profonde, et alors là, on est dans le top du top, on est dans l'état de grâce. Voilà. Avec un combattant, c'est la même chose. Il faut pénétrer, en fait, son esprit, il faut être dans sa tête, il faut être avec lui, profondément avec lui, de manière à ressentir les choses et à savoir ce qui va arriver, à sentir ses doutes, et puis vous réagir extrêmement vite. Donc la première boîte à outils dont je parlais, les 5 voies d'attaque, hein, qui sont 9 en fin de compte, dans Stratégie martiale, dans mon livre Stratégie martiale. Alors, il y a trois façons il y a trois possibilités en fin de compte. Si vous regardez bien, soit l'adversaire attaque, soit vous attaquez, soit vous le faites attaquer. Voilà, il n'y a que ces trois possibilités-là en termes d'attaque. Donc, s'il attaque, vous l'observez, vous l'interceptez. Il va vous donner des choses puisqu'il attaque, hein. Par définition, celui qui attaque se découvre, s'expose. Voilà, donc il y a matière à faire sur quelqu'un qui attaque. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher puisqu'il va venir. Si vous attaquez vous-même, à ce moment-là, vous pouvez imposer avec distinction, avec intelligence, bien sûr, mais vous pouvez le faire. C'est vous qui faites, hein, sachant très bien que, de la même façon, si vous attaquez, vous vous exposez quelque part. Donc, méfiez-vous quand même. Et la troisième, c'est je le fais attaquer. Donc là, on est dans l'art des escrimeurs, si vous voulez, c'est-à-dire la création d'un futur. Je vais faire que l'adversaire va m'attaquer. Je vais l'inviter à attaquer. C'est-à-dire que je vais en fait lui offrir quelque chose qu'il ne pourra pas ignorer. Une occasion, une opportunité qu'il ne pourra pas ignorer. Là, je suis dans la création. Et ça c'est le niveau le plus haut d'un combattant, hein. Voilà. Autre point, surprendre et impressionner. Alors, beaucoup essaient d'utiliser des feintes, en fait, pour toucher une cible stratégique, une cible invalidante, en fait. Mais ça demande des connaissances sur le cerveau pour utiliser des feintes. On ne peut pas feinter de la même façon. Je veux dire, une feinte, c'est comme un peu un hameçon pour un poisson. La taille de l'hameçon et la taille de l'appât va correspondre au poisson que l'on cible. D'accord? Vous ne pouvez pas utiliser un appât pour une sardine alors que vous allez à la pêche au gros, là. Ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est ce qui va déterminer justement ce calibrage de feinte, c'est la connaissance que vous avez du cerveau humain et l'observation que vous avez de l'adversaire qui est en face de vous. Connaissance du cerveau humain, c'est quoi? C'est savoir ce qui l'impressionne. Ce qui le fait se refermer sur lui-même, notamment. Ce qui réduit son pouvoir, ce qui amoindrit ses capacités, hein, un cheval de Troie, par exemple, hein, un déséquilibre, une pression, une surprise, voilà. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, wow, il gèle un petit peu, il se referme? Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Ça, c'est propre à tous les êtres humains. Donc, ce sont des connaissances. C'est de la science aussi, hein. La frappe sans appel, par exemple. La frappe sans appel est une frappe imparable. Ça, c'est un des moyens, hein. Parce que l'adversaire, en fait, va recevoir le coup, il va ressentir le coup, mais il ne l'aura pas vu. Son cerveau ne sera pas capable de l'expliquer. Et à ce moment-là, il va tout de suite basculer dans l'inconnu. L'incompréhension, c'est l'inconnu. Donc, et pour ça, pour vous, c'est une prise de contrôle très nette. Parce qu'il n'y a rien de plus inconfortable pour un cerveau humain, c'est d'être confronté à l'inconnu. J'ai reçu un coup, mais je ne l'ai pas vu partir.
je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas comment il l'a amené. Et ça restreint. Ça, on passe tout de suite en grosse prudence. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est le début d'une neutralisation des forces de l'adversaire, quand vous êtes capable de faire ça, de le frapper sans qu'il comprenne ce qui s'est passé. C'est un pouvoir énorme. D'accord? Voilà, on retrouve cet élément-là, on le retrouve dans les interceptions, hein. Les interceptions, pour moi, c'est le cœur de l'art martial. Musashi en parle beaucoup, hein, le célèbre samouraï Miyamoto Musashi. Bruce Lee, bien évidemment, hein, il est plus connu pour ça, mais également des très grands généraux, hein. Napoléon n'a fait que ça pendant les 12 campagnes sur 20 ans de guerre, je dirais. Donc il n'a fait qu'intercepter quasiment. Hannibal aussi, Hannibal Barca, qui a fait des choses absolument incroyables, souvent en sous-nombre par rapport aux Romains. Voilà, donc vous avez aussi, ça vous pouvez le lire dans Stratégie martiale, vous avez aussi donc des très grands généraux qui ont fait des choses incroyables avec, avec 100 000 hommes, avec une armée. Voilà. Donc pour nous, c'est quand même beaucoup plus facile de mouvoir nos bras, nos jambes, hein, qui sont nos soldats, et puis notre cerveau, c'est notre général. Voilà, c'est plus facile qu'un général qui est en haut de sa colline avec sa longue vue, et puis qui regarde pour essayer de bouger ses bataillons. D'accord, c'est vraiment une autre chose. Alors, qu'est-ce que l'on peut intercepter? On peut intercepter l'attaque de l'adversaire, bien évidemment, un mouvement. On peut aussi intercepter une combinaison, à un moment ou à un autre, à un moment judicieux, de manière à ce qu'elle arrête de se dérouler. Parce que plus elle se déroule, plus elle devient dangereuse. On peut intercepter après l'invitation que l'on a générée soi-même, c'est-à-dire que l'on va influencer en fin de compte une contre-offensive. En termes militaires, c'est ça. D'accord? Je provoque en fait une action et je vais pouvoir intercepter cette action. On peut intercepter aussi après son invitation, c'est-à-dire que c'est lui qui a invité, j'ai fait un mouvement, lui laissant croire que je n'avais pas deviné finalement son piège, et au moment où il vient me coiffer, c'est-à-dire m'intercepter, eh bien c'est moi qui le coiffe, c'est-à-dire j'intercepte l'intercepteur. C'est le phénomène de l'arroseur arrosé, c'est connu sous ce nom-là. Voilà, donc ça vous permet en fait d'intercepter après une invitation, mais d'intercepter aussi un intercepteur. Voilà, hein, qui se croyait peut-être plus malin. Voilà. L'important, c'est toujours de choisir le moment le plus payant et le moins risqué. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'une seconde boîte à outils. La seconde boîte à outils, ce sont mes 10 variables tactiques. Ça sert à quoi? Eh bien, ça permet de changer le mode d'exécution des combinaisons. Distance, timing, angle. Donc, j'ai des formules toutes faites. Hein, bien sûr, on voit ça dans mes différentes formations. Parce que ce sont des modèles libres, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est l'individu qui est créateur, hein, de son art. Hein. Voilà, hein, le Jeet Kune Do de Bruce Lee, c'est pas, on peut pas le copier, hein, parce que c'était justement son art à lui. Donc là, c'est la même chose. Là, moi, je donne des clés qui permettent à l'individu justement de créer en fait ses propres combinaisons. Et ce qui est l'immense pouvoir que ça revête, c'est d'avoir en fait la même combinaison modulée de multiples façons, qui fait que l'adversaire en fait va avoir l'impression que ce sont des combinaisons différentes. Donc pour lui, pour l'adversaire, c'est pas gérable parce que c'est jamais la même chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous ne l'habituez pas à quelque chose. D'accord? Vous abordez sous des angles différents, vous abordez de manière différente. C'est jamais la même combinaison. Et en réalité, pour vous, dans votre esprit, c'est toujours la même, sauf que vous la modulez de manière différente. Donc vous avez l'esprit très dégagé, vous n'avez pas l'esprit encombré, encore en train de chercher des idées, tiens, je vais attaquer comme ça, tout à l'heure ça n'a pas marché, alors je vais recommencer, etc. Non, non, non. Là, vous avez une idée tout simple, jab, cross, crochet, low kick, voilà, la plus basique. Vous pouvez la multiplier à l'infini avec ces 10 variables tactiques. Et c'est toujours la même. Si vous voulez, j'ai toujours la même viande, mais je n'arrête pas de changer de sauce. Et vous avez toujours l'impression de manger un plat différent à chaque fois. Voilà, ça peut être ça. Hein. Donc il y a un certain nombre d'outils psychotactiques que j'enseigne, que j'aborde, hein, qui sont justement comment tromper l'adversaire, comment le manipuler,
tromper sur l'intention, c'est lui laisser deviner que mon intention, c'est d'aller dans un certain sens. Voilà, vous avez, j'ai pris modèle d'Alexandre le Grand, hein, qui faisait ça. Et moi, j'ai fait un combat à Bakersfield en Californie où j'ai beaucoup utilisé ça. Donc, j'ai trompé l'adversaire en fin de compte. Je l'ai trompé également sur l'attitude, sur mon savoir-faire. Je lui ai laissé croire que je n'avais pas de coup de pied à la tête, que tous mes coups de pied étaient en bas. Donc, ça, c'est tromper sur l'attitude et le savoir-faire. Jules César l'a fait contre Pompée à la bataille de Pharsale. Utiliser les émotions de l'adversaire aussi contre lui, hein, manipuler pour écraser. Donc pareil, bataille de Cannes également, Napoléon à Austerlitz. Moi, je l'ai utilisé à Londres, à Los Angeles, ce genre de choses. Manipuler l'adversaire au niveau émotionnel, ça fonctionne très très bien. Également neutraliser ses forces. Alors ça c'est fort. Je l'ai beaucoup utilisé à Londres hein, parce que mon adversaire était challenger au titre mondial et donc était bien mieux classé que moi devant. Il était plus fort sous tout rapport. Voilà. Et puis donc là il y a Alexandre le Grand à la bataille d'Issos, il y a Hannibal à la bataille de Cannes, Azincourt aussi, Henri V. Voilà. Bon, il y a plein. Il y a toujours ce transfert avec le côté militaire qui est très bien parce que le côté militaire va vous permettre justement d'avoir une vision claire de qu'est-ce qui se passe. Hein. C'est vraiment ce que j'ai fait dans l'écriture de mon livre Stratégie martiale, de manière à bien comprendre ces schémas tactiques-là. Surprendre par un comportement inhabituel, voilà, par exemple, Los Angeles, j'ai beaucoup utilisé ça à Los Angeles. Surprendre par la vitesse aussi. Euh, donc là, c'est bon, par exemple, au niveau historique, le Blitzkrieg de 1940, hein, l'invasion de l'Europe de l'Ouest par les Allemands. La campagne de 1805 par Napoléon, hein, une vitesse incroyable pour rejoindre l'Autriche. Et puis Los Angeles, bien évidemment. Et là-dessus, Napoléon disait, il avait une maxime, hein, il en avait plusieurs, mais la principale, c'était étonner par la vitesse et vaincre par suite de cet étonnement. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est ça. J'étonne. Je vais très vite, j'étonne. Il m'a pas vu arriver, j'arrive. D'accord? Et ça va produire un effet psychologique, ça choque. Il se passe quelque chose dans la tête de l'adversaire, et c'est à ce moment-là, c'est l'événement, c'est la faille. Et là, j'entre. Voilà. Donc, étonner par la vitesse et vaincre par suite de cet étonnement. Donc, j'en profite évidemment, je mets mes attaques par combinaison et je termine mon adversaire. Voilà, vous voyez le schéma, le processus, ça pourrait être quelque chose d'aussi simple que ça. Voilà, donc tout ça, bon, c'est un rapide survol un petit peu de tout ce que je peux offrir au niveau tactique et stratégique. Donc, j'offre en fait des formations. Hein. J'ai une formation kickboxing qui est sous forme de vidéo, PDF, choses comme ça, où je parle technique et aussi tactique. Voilà. Donc, ce sont des formations qui sont en vente, bien sûr. Je dis des formations parce que j'ai également celle qui s'appelle Kung Fu Jeet Kune Do, hein, donc toujours Jeet Kune Do, parce que pour moi, Jeet Kune Do, c'est synonyme d'intelligence, de connaissance, connaissance de l'être humain, voilà, toujours dans le même but, c'est-à-dire vaincre. Donc, kickboxing, Jeet Kune Do, et l'autre, Kung Fu, Jeet Kune Do. Ce sont les deux principales formations que j'offre. Donc, je les offre en vidéo, donc comme je viens de dire, ce sont différents modules, mais je les ai également en stage, quand je fais des stages. Et puis, je propose également du coaching en ligne. Donc ça, c'est très intéressant, puisque justement, on peut faire un coaching et technique et tactique en ligne, avec des coachs, mais aussi directement avec des combattants, bien sûr. Et puis ça, quelle que soit notre situation géographique. Voilà. Donc, voilà en gros comment ça fonctionne. Donc ça va s'afficher en bas de l'écran pour vous. Mais voilà ce que je propose. Donc, je peux intervenir très souvent, je peux bouger, faire des stages,
accompagner également des combattants, être un support, une ressource pour des écoles, pour des coachs qui entraînent déjà des compétiteurs, des choses comme ça. Voilà, pour apporter cet élément qui va faire une différence, hein. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il y a comment dire, une compétence physique non classique à aborder. Donc ça, ce sont des techniques particulières que j'ai développées, qui ne font pas partie des arts martiaux classiques, je dirais. Ils sont beaucoup plus collés à d'autres choses, dont l'escrime. Voilà, parce que c'est bien de savoir, de comprendre, de savoir ce qu'il faut faire, mais c'est justement à un moment, la dernière pièce du puzzle, ça va être la concrétisation de tout ça. Et ça, c'est quoi? C'est la qualité de votre maîtrise technique, vos attributs, votre force, votre travail de structure, quelle gestuelle, quelle maîtrise, quel contrôle vous avez sur votre corps, qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec votre corps, est-ce que vous êtes capable justement de matérialiser les idées tactiques que vous avez. Ça, voilà, ça c'est un travail aussi bon, que je fais bien sûr avec mes élèves, parce que c'est essentiel. Il ne s'agit pas seulement de voir, oui, j'ai vu la lacune, je sais quoi faire, il y a aucun problème. Oui, mais au moment de le faire, tu n'es pas capable de faire parce que tu n'as pas suffisamment de force dans les jambes, tu n'étais pas suffisamment bien centré. Voilà, ton corps n'est pas au point. C'est important. Comme un général qui va dire, oui, je vois très bien ce qu'il faut faire dans cette situation-là, mais en ai-je les moyens? Est-ce que j'ai suffisamment de logistique, de soldats? Est-ce qu'ils sont suffisamment en forme pour faire ce qu'il faudrait faire là tout de suite? Parce qu'il faudrait le faire tout de suite. A-t-on les moyens? On ne peut s'offrir que les batailles dont on a les moyens. C'est ça la chose. Et là, c'est important, hein. Moi, je vous amène l'élément, je dirais, qui va faire la différence, mais il faut effectivement qu'au niveau physique, ça fonctionne. Il y ait du répondant. Voilà. Donc, écoutez, j'étais très content de pouvoir vous présenter cet élément-là qui a eu une grande place dans ma vie parce qu'il m'a permis vraiment de monter à un niveau rapidement dans le sport de combat pied-point professionnel et amateur, bien sûr, au niveau international, hein, Asie, Europe et puis États-Unis. Donc voilà, je veux pouvoir vous partager ça parce que j'ai vraiment l'expérience et la conscience et les moyens surtout de faire évoluer des gens qui va leur permettre justement de compenser un déficit s'ils se retrouvent, des combattants, s'ils se retrouvent face à meilleur qu'eux, voilà, ou pour aller chercher un niveau supérieur, ça fait vraiment une différence. Voilà. C'est pas seulement le mental, ni le cardio, ni la perfection physique, perfection technique, pardon. Même si ça c'est très important, bien évidemment. Mais il y a un niveau supérieur. Sur ce que je viens de nommer, on établit un étage de plus et on vient mettre quelque chose qui effectivement va s'appuyer sur le reste. Et il aura encore plus de pertinence si justement le reste est là. Le cardio, le physique, le mental. Si tout est là, moi je peux me permettre d'amener justement ces connaissances-là en plus qui vont trouver un terrain parfait pour pouvoir s'exprimer et donner beaucoup de victoires aux personnes qui ont le talent pour pouvoir l'exprimer. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté.